Bonsoir, bienvenue à ce nouvel Easy Live sur endométriose et sexualité. Avec Caroline Mollard, nous allons répondre à vos questions. Alors, je suis Eddy Béroux-Poyet, je suis psychologue clinicienne spécialisée en sexologie, également en hypnothérapie. Je m'intéresse aux douleurs sexuelles chez la femme depuis de très nombreuses années. J'ai écrit un livre, Les femmes et leur sexe, qui est paru en 2017 sur le sujet et qui vient d'être à nouveau publié en poche. Et donc, j'espère répondre à toutes vos questions ce soir sur la sexologie. Je laisse Caroline se présenter. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Caroline Mollard, masseur kinésithérapeute. Depuis une quinzaine d'années, donc je me suis spécialisée en rééducation du périnée. Et puis depuis à peu près 4-5 ans, je me suis spécialisée dans les douleurs pelviennes, notamment pour l'endométriose. Et au cabinet où nous sommes, on a créé la maison de l'endométriose, où on est 4 praticiennes dans des domaines différents pour spécialiser dans l'endométriose afin d'aider et de soutenir les patientes malades. Voilà. Alors, la première question. Donc, conseillez-vous de venir seul ou en couple à un rendez-vous avec un sexologue? Alors, c'est une question très intéressante, c'est une question importante qui va peut-être m'amener à vous dire déjà ce qu'est un sexologue. Donc, un sexologue, c'est toujours un praticien qui a une formation à la base, c'est-à-dire que la personne qui est sexologue va être soit médecin, soit paramédical, et donc médecin gynéco, médecin généraliste, dermatologue, ou alors kiné, sage-femme, psychologue, comme je le suis. Et donc, c'est une spécialisation. Le praticien en question passe un diplôme universitaire et après l'obtention de ce diplôme universitaire, donc, va pouvoir consulter en tant que sexologue. Alors évidemment, en fonction de la formation de base, du sexologue que vous allez rencontrer, le sexologue ne va pas travailler tout à fait de la même manière. Quand vous allez rencontrer un psychologue sexologue, eh bien vous allez vous entretenir un peu comme chez le psychologue avec le sexologue pendant une 50aine de minutes et vous allez évidemment aborder tout les questions qui vous amènent, comment vous arrivez ici avec votre parcours lié à l'endométriose, et le sexologue va petit à petit vous questionner aussi. C'est un entretien tout à fait naturel entre le patient et le sexologue. Alors, on va passer à une question kiné. Alors, Caroline, la première question pour la kiné, c'est pourquoi j'ai mal après les rapports dans le bas-ventre et pourquoi mon ventre est gonflé? Eh bien, forcément, donc c'est relié aux douleurs qui ont été créées pendant le rapport sexuel. Il va y avoir donc les mouvements qui vont, pendant le rapport, qui vont être en profondeur et comme c'est un peu plus, ça va être localisé sur les ligaments utérosacrés en général, ça va déclencher après une contraction involontaire, si vous voulez, du muscle et donc des douleurs. Alors, c'est lié aux adhérences, à ce qu'on appelle les... Exactement. Donc, l'endométriose, en fait, va créer des lésions qui vont créer des adhérences. Ouais. Et quand il va y avoir le mouvement, le mouvement va tirer sur la lésion et cette lésion va un petit peu plus s'inflammer et donc être douloureuse. D'accord. Donc, c'est comme ça que s'explique
les douleurs que ressentent les femmes. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en effet, les femmes, elles disent souvent « j'ai mal au fond ». Exactement. C'est lié au ligament utérosacré. Vous avez donc ces lésions qui sont dans le fond et qui peuvent en plus, en fait, créer des douleurs à l'intromission, si vous voulez, si tu veux, à l'entrée, si tu veux, du périnée. Au niveau de la vulve, on peut aussi avoir des douleurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette douleur va créer en fait une appréhension, et cette appréhension va créer une contraction involontaire qu'on appelle donc le vaginisme. Et nous, ce qu'on fait en kiné, c'est un massage au niveau du périnée. Et on va faire en fait un massage à l'entrée. On va commencer déjà les séances avec un massage à l'entrée du périnée. Là, j'ai un petit modèle qui me permet maintenant de vous montrer ce qu'on fait. Souvent, je crois qu'on te pose la question de qu'est-ce qui se passe dans une séance chez le kiné. Alors, comment ça se passe chez nous? En tout cas, moi, j'ai pas de table gynécologique, j'ai une table droite. Et sur la table, vous vous allongez et vous avez les jambes en crochet. Et je suis assise sur le côté. Et là, à ce moment-là, en fait, je passe la main sous le genou et je vais pouvoir avoir accès au périnée. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de très doux. Surtout que vous n'ayez pas de douleur afin que ça ne provoque pas une contraction involontaire. Donc, au départ, les premières séances, elles vont être localisées sur l'entrée du périnée, au niveau de la vulve, donc ici. Vous allez, en fait, je vais vous masser surtout en bas, au niveau de la fourchette vulvaire. C'est là où, en général, vous avez le plus mal. Et ça va être des mouvements, en fait, de va-et-vient, de droite à gauche, avec un doigt. J'ai des gants et on utilise un lubrifiant très, très liquide qui ne sèche pas, afin justement qu'il n'y ait pas ce côté où ça colle sur la peau, et que si ça colle sur la peau, ça tire, et donc de nouveau, on a des douleurs. Typiquement, j'ai amené celui que j'utilise au cabinet, c'est un KY. C'est quelque chose qui glisse en fait vraiment. Avec ce lubrifiant, vous allez pouvoir aussi faire les massages, les automassages à la maison, et puis avoir les rapports sexuels avec. Une fois qu'on aura fini de faire tous les massages et qu'il n'y a plus de douleur pendant les massages. Voilà. Alors, ce que tu es en train de dire, Caroline, ça me fait penser à ce que je dis parfois aux patientes quand je leur conseille d'être dans une prise en charge pluridisciplinaire autour de leur douleur. Et quand je leur explique l'intérêt d'aller chez la kiné, pour casser ce circuit de la douleur, justement. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu racontes là, parce qu'en effet, ce qu'on voit, c'est que avec la répétition des douleurs pendant des mois, parfois pendant des années, avec l'errance thérapeutique aussi, qui est souvent très fréquente dans le parcours des femmes qui ont l'endométriose. Il y a vraiment une douleur qui s'installe durablement. Et aller chez la kiné, c'est l'occasion, et je trouve que Caroline, tu expliques très bien l'intérêt de commencer en douceur pour casser ce circuit de la douleur. Et pour que vous, en tant que femme, vous puissiez progressivement, à votre rythme, chacune à son rythme, à votre rythme, faire l'expérience que le toucher périnéal, que le toucher à l'entrée du vagin, le toucher un peu plus profond, soit à nouveau non douloureux. Et à force de répéter cette expérience chez la kiné, puis après, toute seule, si vous le sentez, ou avec votre partenaire, vous allez pouvoir ancrer une expérience beaucoup plus positive et pouvoir imaginer que les rapports pénétratifs pourront à nouveau être non douloureux. Et donc,
j'en profite pour dire en effet que dans toute prise en charge de la douleur périnéale, qu'elle soit liée à l'endométriose ou pas, cette prise en charge pluridisciplinaire, autant sur les aspects mécaniques que sur les aspects qui vont être plus psychologiques, sexologiques. J'expliquerai un petit peu, je pense que j'aurai l'occasion de dire un peu quels sont les niveaux qu'on interroge en consultation de sexologie. En tout cas, tous ces aspects-là vont participer entre la mécanique, le sexo, à rassurer progressivement la patiente et à lui permettre à nouveau de se sentir prête à réinvestir autrement les rapports sexuels. Il y avait une question justement, comment ne pas avoir mal. Qu'est-ce que tu... Dans ma partie, effectivement, ce serait en faisant des massages. Des massages, de venir chez le kiné, qu'on puisse vous voir à peu près 2 fois par semaine. Aussi fréquemment? Ouais, d'accord. Alors moi, je suis assez dynamique dans le sens où on va répéter souvent en fait. Donc, vous venez au cabinet, on essaye de se voir 2 fois par semaine et en plus de ça, je vous donne des automassages à faire à la maison. Et je vous donne aussi des étirements à faire à la maison. Alors, je motive vraiment les patientes pour faire des étirements le matin et le soir faire l'automassage en plus. Alors si là, on peut parler un petit peu de l'automassage, souvent on me pose la question comment je le fais. Parce que c'est pas très pratique de se le faire. Donc il n'y a rien de fou. La seule chose qui serait pas très bonne, ce qui n'est pas bonne, c'est de se faire mal, parce que c'est juste ça qu'il faut absolument éviter tout ça. Donc si vous vous faites mal, ça veut dire que vous appuyez trop fort. Voilà, donc il faut être plus gentil avec soi-même, être plus légère sur la pression à ce moment-là. Et donc, même chose, allongé dans le lit, position relaxe, tranquille, et soit avec votre pouce, vous allez à ce moment-là de nouveau masser à l'entrée au niveau de la fourchette vulvaire, soit avec l'index ou le majeur, ou les deux, aller masser dans le fond. Voilà. Donc ça, c'est en général quand les douleurs à l'entrée sont parties. À ce moment-là, on peut aller dans le fond avec les 2 doigts et aller masser les ligaments, les fameux ligaments utérosacrés qui sont tellement douloureux. Et l'objectif, c'est donc de retrouver une mobilité dans les tissus. Plus ce sera mobile, moins il y aura de douleur. C'est ça notre objectif en tant que kiné. Voilà. Alors, ce que tu dis aussi, ça me fait penser souvent, alors on rejoint des questions plus générales sur la prise en charge de la douleur, mais en effet, quand on a mal, on a envie de mettre une zone sous cloche, de ne plus y toucher. Souvent, je te laisse... De là à là, ça n'existe plus. Je sais pas si tu as ça comme bien sûr, des patientes. Là à là, ça n'existe plus. Et en effet, aller chez la kiné, ça va remobiliser cette zone et c'est bon pour vous de pouvoir justement à nouveau toucher. Alors justement, Caroline, elle explique vraiment bien le rythme, surtout ne pas déclencher de douleur, etc. Mais pouvoir toucher. C'est sûr qu'un massage, on va forcément sentir quelque chose, mais l'objectif, c'est pas de déclencher une douleur au-dessus de 4. Voilà. Pour être efficace, il faudrait être sur un ressenti de 3-4. Alors, cette question, j'ai envie d'y répondre aussi avant de passer aux autres, comment ne pas avoir mal, parce qu'en fait, ça rejoint les missions, on va dire, du sexologue. En fait, quand on est sexologue, moi, j'ai toujours en tête le petit schéma, on va dire, automatique. Moi, je m'intéresse aux 3 H. Alors, les 3 H, vous allez retenir très facilement, c'est l'histoire individuelle de ma patiente, comment elle s'est construite individuellement dans sa vie de femme depuis qu'elle est toute petite, qu'est-ce qu'on lui a transmis. Alors ça, c'est plus, on va dire, la psychologue, voilà, qu'est-ce qu'on lui a transmis sur les femmes, comment on devient femme, et puis après, comment on rentre dans la puberté, comment vont se passer les règles. Évidemment, tout ça a beaucoup d'importance, surtout chez les femmes qui ont l'endométriose, la période des règles et de comment se passe
ses règles est très importante. Donc il y a tout ce niveau d'histoire individuelle, c'est le premier H. Après, il y a l'histoire sexologique. Et là, c'est très important et justement, c'est par rapport à ça que je me disais, j'ai des choses à dire sur la question comment ne plus avoir mal, parce que l'histoire sexologique, c'est comment vous avez appris à rentrer dans la sexualité. Alors ça démarre pas au premier rapport sexuel, ça démarre bien avant. Comment, déjà, quelle idée vous avez eu de la sexualité avant de rentrer dans la sexualité? Est-ce que vous vous êtes découvert avant de rentrer dans la sexualité? Est-ce que vous connaissez votre sexe? Est-ce que vous avez repéré qu'il y a des zones érogènes? Est-ce que vous identifiez les différentes parties de votre vulve? Est-ce que vous vous êtes masturbé? Est-ce que vous avez ressenti du plaisir avant de rentrer dans la sexualité? On sait, il y a certaines études qui montrent qu'en s'étant masturbé avant de rentrer dans la sexualité, souvent la sexualité, elle démarre mieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'imposer à tout le monde, surtout pas. Mais en fait, ça dit surtout que se connaître, ça aide à rentrer dans la sexualité. Et alors, par rapport à la question comment ne pas avoir mal, moi, ce que je vais interroger chez les patientes, c'est, eh bien, avez-vous eu toujours mal? Et quand on s'interroge aux douleurs, en effet, c'est une question importante. Est-ce que la douleur, elle est ce qu'on appelle une douleur primaire, c'est-à-dire qu'elle a toujours été là, dès le démarrage de la sexualité, ou est-ce que c'est une douleur secondaire qui est venue donc, dans un deuxième temps? Quand je reçois des femmes qui ont l'endométriose, parfois, elles me disent que la douleur est venue après l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel stress lié à cette annonce qu'elle déclenche des tensions physiques, jusque des tensions périnéales au moment de la sexualité, et les douleurs commencent là. Mais ce qui va être intéressant avec les femmes comme ça qui n'ont pas toujours eu des douleurs, c'est qu'on va pouvoir retrouver comment se passaient les rapports d'une bonne manière avant. Et ça va pouvoir vraiment aider à se dire, si ça s'est bien passé un jour, ça peut à nouveau se passer bien. Donc ça, c'est un point important donc, de l'histoire sexologique, c'est-à-dire, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez comment vous satisfaire sexuellement? Est-ce que vous savez laisser progresser l'excitation? Parce que on est dans la mécanique, on est dans le médical, et c'est tout à fait logique. Enfin, moi, quand je reçois une femme qui a de l'endométriose, en tant que sexologue, psychologue, je dois absolument m'assurer qu'elle a vu un gynécologue, qu'elle a eu un bon diagnostic, qu'elle a passé IRM, échographie, etc., que voilà, le diagnostic est bien posé, tout comme toi, j'imagine, évidemment, Caroline. Et puis, je dois aussi m'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la prise en charge mécanique, une kiné, une ostéo. Mais aussi, voilà, cette dimension donc, sexo-pratique de l'apprentissage. Est-ce que, voilà, vous avez appris à faire marcher la sexualité? Parce que je retrouve mon idée. On n'est pas que dans la mécanique. La sexualité et notre sexe, à nous, les femmes, comme le sexe des hommes, il va bien se préparer à la sexualité si on est dans un bon état d'excitation. Et ça, les femmes qui ont des douleurs, quelle que soit la raison, qui ont beaucoup consulté, elles oublient parfois ce détail qui est vraiment important. S'il n'y a pas d'excitation, on perd au moins 50% de ce qui peut nous permettre d'être dans de bonnes conditions pour bien vivre le rapport sexuel. Donc ça, c'est un autre point. Donc c'était mon deuxième H. Et je vais terminer avec mon troisième H. Donc histoire individuelle chez la sexologue, histoire sexuelle. Et le troisième, c'est histoire conjugale. Alors ça aussi, c'est une partie qui nous prend pas mal de temps. Parce que eh bien, c'est toute la question de la partenaire de la patiente qui consulte. Déjà, comment va le couple? Question très importante, parce que même s'il y a endométriose, et évidemment toujours des raisons d'avoir des douleurs, évidemment on sait bien que quand il y a du stress, que quand il y a des tensions dans le couple,
toute douleur, quelle qu'elle soit, dans tout notre corps, va se majorer de manière, on va dire, assez logique. Donc, on interroge un peu l'entente du couple, la communication dans le couple, c'est-à-dire est-ce que vous parlez de votre endométriose à votre partenaire? Est-ce qu'il comprend? Ça, c'est pas toujours évident. Ça m'est arrivé de conseiller à certains partenaires de mes patientes de lire des passages de bouquins. Alors, il y a plein de super bouquins sur l'endométriose. Alors, il y a celui-là, Endo et Sexo, qui est vraiment super. Il y en a d'autres. L'essentiel, puis on peut aussi aller sur Resendo, sur Easy Endo. Les partenaires ont besoin de comprendre pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle a mal, etc. S'ils ne comprennent pas, c'est compliqué. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi une question super importante, c'est comment la partenaire fonctionne sexuellement. C'est-à-dire que si elle aussi, lui aussi, des dysfonctionnements sexuels, ça ne va pas faciliter les choses. Et peut-être qu'il ou elle a aussi besoin d'une prise en charge. Il y a parfois des partenaires qui se cachent derrière le problème de l'autre pour dire « Ah bah oui, t'as une endométriose, va consulter, c'est très bien, c'est toi qui as le problème. » Et puis, il y a éjaculation précoce, problème d'érection, ou même d'autres problématiques, plein de problématiques. Mais bon, elle va consulter, c'est elle qui a le problème. Donc ça, c'est un point important, bien sûr, et on évalue aussi tout ça en consultation sexo. Je vais redonner la parole à Caroline. Alors, une petite question pour Caroline. Mes douleurs sont en profondeur. Ne pouvant pas les masser moi-même, comment puis-je essayer d'améliorer ça? Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà demander à votre partenaire, lui, seulement si vous en avez envie, vous pouvez lui apprendre à faire l'automassage. Et sinon, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des dilatateurs. Et à ce moment-là, en fait, les dilatateurs sont en général beaucoup plus longs et donc permettent en fait d'aller masser beaucoup plus dans le fond. Voilà. Donc ça, c'est deux possibilités. Excuse-moi, comment elles massent? C'est-à-dire que comment elles font avec ça? Oui, avec ça. Eh ben, il faut déjà réussir à l'introduire. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes tailles. Puis après, elles le maintiennent et puis elles vont pousser, d'accord, à l'intérieur. D'accord. Voilà, pousser en essayant de faire un petit mouvement. L'objectif, c'est d'aller chercher tous les endroits qui font mal et d'aller les masser doucement. Et c'est comme ça que la douleur, elle va disparaître. Et c'est comme ça que vous n'aurez plus de douleur pendant les rapports sexuels. Donc elles mettent du lubrifiant, oui, bien sûr. Ok. Du lubrifiant dessus. Ouais. Et elles font ça, tu conseilles un rythme? Alors, tous les soirs, ouais. 3-4 minutes. D'accord. Voilà. Ok. Et si ça font le mal, elles font pas, on est bien d'accord. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut doser, en fait. Parce que l'objectif, c'est pas que ça fasse mal, c'est pas d'appuyer fort, fort, fort. Non, c'est d'aller faire un petit mouvement avec le poignet pour que dans le fond, on puisse toucher et que les tissus bougent, en fait. Et donc, de retrouver une mobilité. Parce que si les tissus bougent, ça a un effet sur les fameuses adhérences. Exactement, on retrouve la mobilité, on a moins d'adhérence. Ah, ça, ok, d'accord, ok. Ça, je n'avais pas compris le lien entre les tissus et les adhérences. C'est ça. Ok, une autre question qui arrive, ma pilule me convient parfaitement. Le seul effet secondaire est la perte de libido. J'ai peur de changer de pilule et d'avoir d'autres effets secondaires pour essayer de récupérer ma libido. Que me conseillez-vous? Tu veux y répondre? Ben, je pense que c'est plus une question gynéco, moi. Ouais. C'est alors, la perte de libido, alors moi, ce que je sais, c'est que bon, les pilules, c'est pas trop ma partie, mais la question, c'est autour de la peur de la perte de libido. J'ai peur de changer de pilule et d'avoir d'autres effets secondaires pour essayer de...
Je comprends pas bien la question. Comment récupérer la libido chez une femme qui est sous pilule? Ok. Ben, ça dépend de l'origine de cette perte de libido. C'est-à-dire que est-ce que vous identifiez que cette perte de libido est vraiment liée au traitement hormonal? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées? Après, la libido, donc on a vu, là on parle mécanique, on parle de sexologie en fonction de la connaissance de son sexe, en fonction de la connaissance de ses zones érogènes, de la connaissance de la progression de son excitation. La libido, ça passe par le corps, mais ça passe aussi par la tête, par notre mental. Et récupérer de la libido, c'est parfois aussi faire marcher ça, c'est-à-dire avoir déjà, comment dire, soigner l'ambiance dans laquelle on va être avec l'autre, soigner la séduction, la sensualité, chacun à sa façon, sans critères normatifs évidemment. Et puis aussi, l'excitation, elle se stimule dans la tête par les fantasmes, par l'imaginaire. Alors là, il y a profusion de possibilités. Tout est possible du moment que vous l'acceptez pour vous-même, que vous pouvez vous autoriser d'aller lire des poèmes érotiques, un roman de gare érotique, d'aller lire des BD. Oui, alors là, c'est autre chose parce que c'est informatif et sexo-pratique. Là, vraiment, je suis dans l'idée du fantasme. D'accord. Et le fantasme, c'est pour jouer, pour s'amuser. C'est ce qui fait que dans la sexualité, il y a en effet cette dimension où on va, pour aller réveiller la libido, perdre un peu la tête. Et du coup, voilà, chacun fait à sa manière. Donc, il y a les livres, il y a évidemment les vidéos, il y en a pour tous les goûts. Il y a de plus en plus, moi j'ai de plus en plus de patients qui écoutent des podcasts érotiques. Ça marche très très bien et il y en a qui sont très bien faits. Vous verrez après l'émission, on va vous transmettre un document sur lequel vous aurez un peu tous les bouquins qu'on conseille avec des idées de podcasts justement. Mais en fait, il faut chercher, en effet, comment, surtout quand vous avez des douleurs physiques qui vous prennent la tête justement, comment faire un pas de côté et aller vous intéresser à la sexualité autrement, c'est-à-dire en rêvant un peu, en fantasmant, en imaginant des choses qui vont, pour vous et pour l'autre, être excitantes. Alors, les fantasmes, ça ne se partage pas forcément, c'est très important. On n'est pas obligé de partager ses fantasmes avec l'autre, on peut juste les avoir dans sa tête pour se donner envie, pour se stimuler. Mais aussi, on peut les partager, on peut aussi envoyer des sextos à son copain l'après-midi pour faire un peu monter la température avant de le retrouver le soir. Donc la libido, ok, il y a des signaux physiques. Vous allez ressentir, comme on dit, des papillons dans le ventre à certains moments. Mais si ces signaux ne viennent pas, il ne faut pas forcément focaliser sur ces signaux physiques et vous dire aussi que faire marcher votre tête, je sais que c'est souvent un blocage parce qu'on a une culture qui nous a laissé penser, une culture, une éducation qui fait que non, c'est pas forcément bien vu dans notre famille, dans notre milieu, etc. Mais pourtant, pour la sexologue que je suis, je sais que la sexualité, elle marche autant avec la tête qu'avec le corps. C'est vraiment 50-50. Et si vous vous privez du mental, vous marchez sur une jambe, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Une autre question. Ah, où se situe la maison dans le Alors, on est à Boulogne-Billancourt. Et puis, je travaille effectivement avec 3 autres personnes. Une personne qui s'occupe de la diététique, une personne qui s'occupe de la gestion des émotions et une personne qui s'occupe de l'ostéopathie.
Ok, gestion des émotions. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Elle travaille comment là? Alors, c'est une partie d'hypnose et une partie d'EFT. D'accord. Alors non, moi, je ne suis pas du tout spécialisée en EFT, donc je ne peux pas expliquer. Okay. De ce que j'ai compris, en fait, c'est une façon où on déprogramme des images, des moments qu'on a vécus. Typiquement pour l'endométriose, ce serait par exemple des douleurs, et qu'on déprogramme ce sentiment, ce souvenir de la douleur. Voilà. Une autre question. Pourquoi mon conjoint sent-il lors des rapports, quand il me pénètre, que j'ai une inflammation, sachant que j'ai des adhérences utéro-vésicales et recto-sigmoïdes, endométriose profonde et adénomiose profonde? Donc là, c'est... Alors, pourquoi le conjoint sent-il? Parce que c'est gonflé. Très souvent, c'est ça. C'est parce que c'est gonflé et donc c'est ça qu'il va sentir. D'accord. Ouais. Ok. Faut-il faire beaucoup de séances de sexologie pour aider à comprendre et soulager les douleurs? Alors, c'est typiquement la question à laquelle je ne peux pas répondre sans avoir rencontré la patiente. J'ai quand même une idée de la moyenne du temps de consultation. On va dire qu'entre 9 mois et 1 an. En général, il y a un suivi qui est en effet assez long, mais il faut du temps pour comprendre tous les aspects que je vous ai décrits. Alors, on va dire qu'il y a des situations très simples qui vont être les situations, par exemple, qui vont juste être liées à des connaissances et des informations sexologiques. On voit que la personne n'a pas eu l'occasion, n'a pas pu faire son apprentissage sexologique, c'est pas grave. Justement, en tant que sexologue, on est là pour ça aussi, pour informer, pour répondre à toutes les questions des patientes sans complexe. Et là, c'est souvent très rapide quand on explique, vous avez voilà votre corps, voilà votre vulve, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. On va aussi parfois être dans le pratico-pratique, même au niveau des positions. Donc ça peut aller assez vite quand on voit qu'il y a une douleur qui est liée à un problème d'apprentissage sexologique. Après, quand ce n'est pas le cas et que c'est une douleur qui est plutôt installée, il y a vraiment un ancrage qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, on va se voir plus longtemps. Et c'est pas grave en fait, il ne faut pas avoir peur de la durée du suivi parce que moi je recommande de se respecter en fait aux patientes, d'être leur meilleure copine et de prendre le temps. Elles ont une endométriose, déjà il faut digérer l'information, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre, elle est localisée, les adhérences, elles sont localisées où, à partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et donc, tout ça, il faut accepter, dans la vie, ça prend du temps, donc de digérer et puis de s'adapter. Mais ce que vous devez retenir, c'est que l'adaptation, elle peut se faire. Elle peut se faire. Il faut que vous disiez que il y a des solutions. On en trouve avec les kinés, on en trouve en discutant avec nos collègues gynécos. On s'y met tous en quelque sorte pour trouver des solutions. Et c'est surtout pas en restant seul ou en attendant que ça passe. Par exemple, pour l'histoire du conjoint, est-ce qu'on consulte seul ou à deux? Moi, souvent, je dis aux patientes, on n'attend pas qu'ils comprennent, on n'attend pas que ça s'améliore comme ça d'un coup d'un seul, par magie. Nous, on s'en occupe, on cherche ensemble, tranquille. Vous allez rencontrer des professionnels qui ont l'habitude, qui connaissent. Ça faut vraiment vous assurer de ça, d'aller voir des gens qui connaissent bien votre maladie. Et à partir de là, on va trouver des solutions. On ne va pas faire toujours à la perfection, mais on arrive
à trouver des solutions. Hein. Vas-y. Alors, j'ai des douleurs semblables à des brûlures à l'entrée du vagin lors de l'excitation. D'où viennent-elles et comment les faire disparaître? On y a un petit peu déjà répondu. Hein. D'où est-ce que ça vient en fait? Très souvent, c'est la crainte et l'appréhension du rapport qui fait que ça va se contracter en fait à l'intérieur, à l'entrée. Et donc, c'est ça qui va provoquer ces brûlures, ça va être le frottement. Surtout, s'il y a un message à faire passer aussi, c'est de ne pas forcer. Jamais forcer. Si vous forcez, la fois d'après, vous pouvez être sûr, ça sera encore plus contracté. Voilà. Alors oui, ces douleurs-là, c'est ce qu'on appelle la vestibulodynie, voilà. Hein, en fait. Hein, ces douleurs, je suis d'accord avec Caroline, il faut à tout prix éviter qu'elles se répètent. Et donc, ce dont on n'a pas encore trop parlé, Caroline, c'est justement, je pense que toi aussi, parce que j'entends hein, les patientes, elles me racontent les séances de kiné comme elles te racontent les séances de sexo. C'est vrai que souvent, on leur dit, pendant un temps, vivre la sexualité sans pénétration, ça fait partie des solutions. Alors, c'est une solution temporaire, c'est temporaire. Hein, voilà. Mais dans l'idée justement de ne pas entretenir ce cercle vicieux de la douleur, ça peut vraiment valoir le coup de trouver d'autres chemins pour se donner du plaisir. Ça peut être aussi juste se donner de la tendresse, se donner des moments de sensualité, voire même de massage, sans forcément que ce soit érotique. Enfin, tout ce qui permet au couple d'être dans la communication et non, en fait. La sexualité, c'est évidemment la communication érotique et c'est super quand ça fonctionne bien. Mais quand ça fait mal, autant essayer de trouver d'autres voies physiques pour communiquer. Et alors, il y a des couples qui vont vers ça spontanément, on va dire par bon sens, et qui disent, oui, nous, en effet, il y a vraiment des périodes où on évite la pénétration. Et puis, dans d'autres couples, il y a soit la peur de certaines femmes de priver leur partenaire de la pénétration, hein, tu l'entends aussi très souvent. Et alors moi, ce que je repère en tant que sexologue, c'est quand je reçois ces partenaires qui, a priori, ne voulaient surtout pas arrêter la pénétration, eux disent, non, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est de maintenir un échange sexuel, et la sexualité, c'est pas que la pénétration. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident d'en parler avec l'autre, c'est pourquoi parfois c'est bien de venir chez le sexologue, ça sert à ça aussi. Nous, quand on est sexologue, on fait ça toute la journée, donc on aborde ces questions très tranquillement, très simplement, mais pouvoir dire, si la pénétration n'est pas possible en ce moment parce qu'elle est vraiment trop douloureuse, qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de faire? Qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de faire, vous, madame, vous, monsieur, ou madame, évidemment, si tu dans l'hétéro et l'homosexualité, vous avez bien compris, mais d'interroger l'autre pour voir comment il pourrait envisager d'être content de retrouver sa partenaire dans la sexualité et de ne pas s'imposer la pénétration. Il y a des cas, et on le voit aussi quand on est sexologue, où certains partenaires sont très oppressants pour exiger qu'il y ait malgré tout pénétration. Eh bien, c'est très embêtant. Parce que l'effet de cette oppression, souvent, c'est de mettre encore plus la personne en face en tension. Et ce que j'observe, c'est que quand il y a cette oppression présente, les femmes, elles se ferment encore plus.
Et en effet, s'ajoute là vraiment une dyspareunie, donc des douleurs allontrées au moment de l'intromission, vestibulodynie, éventuellement on a un vaginisme, il y a complètement la fermeture totale des muscles du vagin, qui peut être un peu involontaire et conséquente à cette oppression-là. Donc d'où la nécessité de bien communiquer avec l'autre et de ne pas se retrouver comme ça dans des malentendus qui mènent à l'impasse, en fait. Alors, pourrais-je retrouver un plaisir plus satisfaisant après les exercices de kiné? Effectivement, vraiment, l'objectif, c'est que quand vous partiez et qu'on termine les consultations ensemble, il n'y a plus de douleur en fait au niveau des rapports sexuels. Donc, vous pouvez vraiment retrouver. Je ne peux pas certifier pour tout le monde, c'est difficile de certifier pour tout le monde parce que en fonction de l'endométriose, de la quantité, depuis combien de temps les douleurs sont présentes etc. Mais il y a vraiment, quoi qu'il arrive pour tout le monde, pour toutes les femmes, il y a un mieux-être, ça c'est sûr. Et il y en a vraiment un gros nombre, un grand nombre où elles n'ont plus de douleur. Ça demande du travail personnel, ça demande du travail à la maison, ça demande du travail pour venir au cabinet, mais ça marche vraiment bien. Et ce qu'il y a aussi, c'est la question du plaisir. Et en effet, quand on est femme, on est toutes passées par là. Moi, je ne connaissais pas du tout mon périnée quand j'ai démarré ma vie sexuelle. Eh bien, c'est pas évident de connaître cette partie de notre corps parce que personne ne nous apprend à le connaître en général. Et donc, les femmes qui vont chez la kiné, au départ, elles ne sont pas forcément emballées, mais elles vont avoir la chance de vraiment bien découvrir leur fonctionnement périnéal. Donc, ces muscles en interne qui ne sont pas tous aussi effectivement puissants. Très souvent, elles sont assez surprises parce que ce n'est pas lisse. Elles s'attendaient à ce que ce soit complètement lisse et notamment à l'entrée, mais non. Il y a des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites rugosités. Voilà. Et puis aussi, quand elles vont se découvrir, en fait, très souvent, elles me disent j'ai une boule au fond, un truc un peu dur là dans le fond. En fait, ça, c'est le col de l'utérus. Voilà. Oui, et puis des bosses à l'intérieur. Et puis, voilà, et puis c'est pas un muscle qui va tout serrer. Ça va être plus serré à l'entrée, justement, au niveau de la fourchette et tout ça. Là, on a des muscles qui fonctionnent bien. Et après, ils sont actifs, mais beaucoup moins que ceux de l'entrée. Tu confirmes Tout à fait. Il va y avoir donc tout. Il faut vraiment aller chercher des endroits où vous sentez des tensions, où vous sentez une douleur. Ce n'est pas normal. Il faut aller masser tranquillement, détendre tout ça. Et ça améliorera les rapports sexuels derrière. Et donc, sur l'effet du plaisir, au niveau vulvaire, les zones érogènes de la femme, on va dire que il y a toute une zone clitorido-vaginale qui va donner du plaisir, un ensemble. Donc là, on voit bien sur la vulve que présente Caroline. Donc on a le petit gland clitoridien là, on a les lèvres, et donc là on voit en interne les bulbes et les piliers clitoridiens. Donc on voit en fait que votre clitoris, il enserre votre vagin. Donc on n'est pas clitoridienne ou vaginale, on utilise un petit peu tout ensemble. Alors on va pouvoir stimuler le clitoris, on va stimuler le clitoris en s'appuyant contre, en frottant contre, en caressant légèrement, plus ou moins selon les femmes, d'autres vraiment plus fort, etc. Et puis avec nos muscles qu'on va découvrir mieux chez la kiné, on va aussi pouvoir activer du plaisir sexuel. Parce que les tensions qui vous gênent, elles sont aussi nécessaires. C'est toute la question de cette fameuse mobilité périnéale. Un périnée, les muscles tout mous, c'est problématique. Tout tendu, c'est problématique. Il faut être un peu entre les deux, justement, pouvoir relaxer, parce que les kinés périnéales travaillent, et aussi mettre en tension, parce que dans la sexualité, ce qui va nous donner du plaisir et créer une excitation mécanique, c'est cette tension.
C'est-à-dire qu'une femme qui va bien savoir utiliser ses muscles vaginaux et les mettre en tension et les relâcher, et les mettre en tension et les relâcher pour sentir éventuellement le pénis qui la pénètre, ou même pour sentir ses propres sensations périnéales à elle. De cette manière-là, avec ces mouvements de tension et relâchement, plus ou moins rythmés, elle va pouvoir déclencher un orgasme lié à ces mouvements-là. Donc, non seulement il y a toute la rééducation qui joue, qui est super importante, mais en plus, sur le plan sexologique, c'est aussi la possibilité de faire participer la zone interne, le creux vaginal, avec ses muscles, au plaisir sexuel. Donc, oui, on peut retrouver le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si nos douleurs viennent après un rapport sexuel? Est-ce que vos séances de kinésithérapie sont prises en charge par la CMU? Alors, quand il y a des douleurs après un rapport, on peut aussi utiliser une crème qui anesthésie en fait. Et ça, c'est peut-être la meilleure façon de pouvoir continuer à gérer, parce que l'objectif, c'est quand même de toujours faire des massages. Toujours faire des massages, de la relaxation pour que la douleur diminue. Mais si malgré tout, il y a quand même de la douleur qui persiste, et notamment après un massage ou après un rapport, en fait, il y a une crème qu'on appelle, c'est une crème anesthésiante que les gynécologues prescrivent. C'est sur ordonnance, on peut l'avoir donc en pharmacie. Alors une petite astuce, il faut vraiment demander au pharmacien un tube avec un bouchon, parce que très souvent il vous donne en fait une seringue. Et là, au bout de la seringue, c'est un petit chapeau là qu'on casse. C'est très difficile à garder finalement à la maison. Voilà, il faut demander ceci au pharmacien. Et c'était la prise en charge CMU. Et la prise en charge CMU, oui, bien sûr. On prend en charge, je prends au cabinet pour une prise en charge en CMU. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai jamais eu d'orgasme. Est-ce que ça peut être dû à l'endométriose? Y a-t-il des solutions pour favoriser l'orgasme? Alors, j'ai déjà répondu un peu à cette question. Je peux peut-être y répondre vraiment plus précisément. La question de l'orgasme, vous avez compris en fonction de ce que j'ai dit, elle recouvre autant des questions qui sont liées à votre apprentissage de la sexualité sur le plan mécanique et sur la connaissance de votre sexe, de votre corps, de vos homérogènes, de comment vous êtes avec votre corps, de comment marche votre désir, votre excitabilité, de comment vous vous sentez désirable, désirant, désiré, tout ça. Et donc aussi comment vous allez déclencher une excitation qui va être aussi mentale, parce que les deux vont s'additionner et vont permettre l'orgasme. On rappelle très brièvement ce qu'est l'orgasme. C'est une montée d'excitation qui va faire qu'à un moment donné, elle va aller très très haut. Et comme elle va aller très très haut, il va y avoir un pic qui va faire qu'à ce moment-là, paf, ça va relâcher. Et là, c'est l'orgasme, ça fait du bien, ce relâchement après le pic excitatoire. Donc, comment on se met dans cet état-là pour que ça monte, ça monte, ça monte? Eh bien, c'est tout autant en faisant marcher donc, le corps que la tête. Alors, est-ce que l'endométriose peut empêcher ça? Oui, si vraiment les douleurs liées aux adhérences empêchent complètement de laisser progresser cette excitation et dans le plaisir de laisser progresser cette excitation. Mais aussi, si on se prive de faire marcher le reste, c'est-à-dire qu'en effet, il va falloir un peu jouer des tours à l'endométriose et aller chercher, arriver à l'orgasme, à l'excitation, autrement que par le plaisir lié à la pénétration, par exemple. Donc vraiment
Aussi, la question, c'est de bien savoir utiliser son clitoris, et puis d'être à l'aise dans les pratiques avec l'autre, de pouvoir se sentir libre aussi, d'accéder à l'orgasme, parce que là, on retrouve le premier H, hein, lié à l'histoire individuelle. C'est pas évident, on n'est pas tous égaux face au plaisir sexuel, et avec notre sexualité, on n'est vraiment pas tous égaux. Et on ne peut pas forcément s'autoriser aussi facilement qu'une voisine le plaisir sexuel en fonction des images qu'on a de la sexualité. Et puis il y a autre chose évidemment qui me vient, dont je n'ai pas parlé. On peut avoir l'endométriose et malheureusement aussi avoir vécu des traumatismes sexuels. Donc ça, bien entendu, ça fait aussi partie de l'histoire individuelle. Ça fait partie de ce qu'on prend en charge quand on est sexologue, psychologue, sexologue. C'est important d'avoir été formé vraiment sur les traumatismes et de savoir comment prendre en charge ça. Mais en effet, il peut y avoir aussi des éléments de l'histoire qui sont alors parfois des petites choses à un moment donné qui ont choqué, qui ont donné une image sale de la sexualité, un exhibitionniste, une vidéo porno quand on était ado, des trucs qui restent encore comme des images marquantes et qui empêchent de libérer sa sexualité. Alors des petites choses, je dis des petites choses parce que on va dire sur l'échelle de la gravité, évidemment c'est moins grave qu'un viol, mais ces choses-là on voit peuvent jouer à long terme. Et puis parfois ça va pouvoir être évidemment des atteintes, des agressions sexuelles, des viols, enfin, évidemment tout ça joue beaucoup. Voilà. La pilule en continu comme traitement pour l'endométriose peut produire le manque de libido. Ça fait partie des effets secondaires de la pilule. Mais donc, il y a eu plein de réponses et de solutions grâce à Heidi tout à l'heure. Tu as bien répondu. C'était déjà des réponses à cette question. Oui, après, je crois on conseille aux patients d'en reparler avec la gynécologue. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez déjà essayé de changer cette pilule de faire le point avec la gynéco à ce sujet-là. Les douleurs pendant les rapports finiront-elles par disparaître ou faudra-t-il faire des exercices, massages, etc. presque toute notre vie sexuelle? Eh bien, effectivement, il faudra quand même continuer régulièrement à avoir de la mobilité à l'intérieur. Donc, en général, je propose aux patientes, une fois qu'elles ont fini les séances avec moi, de continuer à avoir soit 2 rapports par semaine, soit un rapport, un massage, soit 2 massages. Voilà. Il faut que ça continue de bouger. Il faut qu'il y ait cette mobilité, cette élasticité qui soit travaillée, qui soit maintenue. D'accord. Alors, ok, moi, ça, tu le conseilles vraiment en lien avec l'endométriose pour continuer à faire bouger les tissus, d'accord. Parce que les patientes, au final, très souvent, quand elles ont de l'endométriose, elles ont déjà mis en place une petite gymnastique, des séances de yoga en hebdomadaire. C'est la même chose pour les douleurs de disparité, les douleurs sexuelles. Il faudrait que ce soit quand même très régulier. Voilà. Donc, entretenir, si vous voulez, cette mobilité. Okay. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que mon réflexe de sexologue, qui est l'idée de surtout pas normer la sexualité, d'imposer, par exemple, un nombre de pratiques sexuelles par semaine aux patientes, c'est voilà, de dire, il y a des couples qui sont heureux en faisant l'amour 1 fois par an, et puis d'autres 1 fois tous les 2 jours. Et tout va bien. Enfin, on n'est pas là pour dire qu'il faut que la sexualité ait lieu régulièrement. Chacun décide, est libre de décider quel est le rythme de sa vie sexuelle. C'est pour ça les massages. Oui, les massages, tu dis le yoga aussi. Alors ça, c'est pour effectivement maintenir une mobilité, si vous
repose, si tu veux, sur tout le bassin, en fait. Hein. Ok. Parce que donc, toutes ces douleurs au niveau du ventre, au niveau du bassin, et elles vont diminuer, elles vont être apprivoisées grâce à ces séances de yoga, ces séances d'étirement régulières. Et il y a d'autres. C'est une sorte de mise en route, si tu veux, le matin, par exemple. Ok. Et il y a d'autres sports qui peuvent aider les femmes, justement, qui ont de l'endométriose. À mon sens, je pense que le yoga est vraiment le plus efficace. Et un yoga en particulier, après, parce que... quelque chose dans la détente et dans la relaxation. Ok, d'accord. Et après, j'aurais envie de dire plutôt quelque chose qui vous fasse plaisir. Oui. Okay. Qui vous fasse du bien. Voilà. Oui. Mais en général, c'est quelque chose de libre. Donc en fait, il faut bouger. Hein. Ce qu'on retient toujours, on apprend beaucoup quand on s'occupe des douleurs. Il y a un moment donné, comme on peut, parce que quand on est dans une grande phase inflammatoire, c'est sûr que voilà, on ne peut pas. Ouais. Et tout doucement, dès que ça va un petit peu mieux, hop, on essaye de repartir. Il y a souvent les médecins de la douleur, on a eu pas mal de conférences avec le docteur Guillory, ferventes. De la mobilité. Ouais. Il faut que ce bassin bouge, il faut que les organes bougent, il faut que... Voilà. Oui, mais parfois, moi, les patients, je les vois, elles sont en colère, elles me disent c'est bon, justement, elles me disent ça, je souffre, j'ai pas envie de bouger. Oui, c'est tout à fait compréhensible, et donc il faut faire au mieux de ce que vous pouvez. Voilà. Et ça permet d'oxygéner les tissus. Oui. De s'oxygéner tout court, de sortir. Complètement. Ah, c'est la xylocaïne. Xylocaïne visqueuse. Alors, attendez. Comment s'appelle la crème anesthésiante? La xylocaïne. Non, ça marche pas. Avec un X. XYLOCAINE. Donc cette crème que tu conseillais éventuellement de mettre après un rapport qui a été douloureux. Même pendant les massages. Pour celles qui ont des douleurs vraiment très importantes et où le massage est quand même très très douloureux, vous pouvez très bien mettre la crème pendant le massage. Si par exemple, c'est rare, mais j'ai des patientes qui viennent et qui sont quand même très 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 douloureuses, je leur propose de mettre la xylocaïne avant la consultation, de venir 3 quarts d'heure avant. Avec une bonne grosse noisette. Et comme ça, déjà, on va pouvoir finalement masser sans qu'il y ait cette douleur et qu'il y ait donc l'appréhension pour la s'adapter. Oui. Dans certains protocoles, cette crème, elle est même proposée de manière systématique tous les jours par certains gynécologues spécialistes des douleurs. Donc après, à vous voir, d'en discuter évidemment avec votre gynécologue, de voir comment vous pouvez l'utiliser, alors soit au moment des massages, après le rapport, même avant le rapport, c'est pas impossible non plus. On peut utiliser cette crème pendant le rapport en fait. De le mettre juste avant le rapport, de façon à un petit peu calmer la douleur. Mais c'est pas l'objectif non plus. Il faut vraiment que le rapport soit sans douleur. Donc il faudrait mieux quand même qu'il n'y ait plus de douleur du tout. Voilà. Et pour rebondir tout à l'heure un petit peu sur ce que tu disais, moi je dis très très souvent aux patientes, vous mettez la faute sur moi. Plus de rapport, le temps qu'on fasse les massages et qu'il n'y ait plus de douleur. Donc au téléphone, à la prise de rendez-vous, je propose à la patiente vraiment de mettre un stop au rapport sexuel, de se voir, de faire cette première consultation, de tout remettre à plat et de tout doucement, faire les massages, faire les étirements et de finir ça et après de reprendre les rapports. Sachant que j'aime bien dire à la patiente aussi, l'objectif c'est d'avoir à peu près 1 semaine de massage en interne sans douleur. Et c'est comme ça, sur 1 semaine, ça permet à ce que la patiente elle ait de nouveau confiance dans la zone. Parce que si pendant 1 semaine, elle s'automasse, je la masse aussi, avec 2 doigts, en massant bien au fond, il n'y a aucune raison qu'après, avec un rapport, il y ait des douleurs. Ok, alors là, je vais réagir, c'est-à-dire que dire sans rapport,
ça me dérange un tout petit peu parce que pour moi, le rapport sexuel, c'est pas forcément pénétratif. Voilà, alors moi c'est ça, c'est la pénétration, pardon, exact. Voilà, donc c'est important de, donc ça, effectivement, de donner cette nuance. Je le dis aussi, c'est qu'on arrête la pénétration, en fait on arrête ce qui fait mal. Voilà, c'est ça, on arrête ce qui fait mal, ça c'est un bon conseil. Mais n'arrêtez pas la sexualité si vous aimez vous retrouver avec l'autre dans la sensualité, dans un érotisme qui sera non pénétratif et agréable, et vous serez heureux tous les deux, vous aurez le sourire. Ne vous privez surtout pas de ça. C'est vrai que c'est important. Voilà, la sexualité, c'est pas que la pénétration. Puis en plus, on voit que dans les couples, si on évite la sexualité à cause de la douleur pendant trop longtemps, après, moi je reçois parfois des couples qui savent plus du tout comment faire, qui savent plus du tout comment s'approcher, parce qu'ils ont perdu l'habitude en fait d'intégrer aussi cette activité-là dans leur emploi du temps, et ils savent plus comment faire pour venir l'un vers l'autre. Donc en effet, s'il y a des douleurs, mais que vous avez quand même envie de faire des petits câlins sensuels érotiques, surtout, ne vous en privez pas. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Avez-vous des praticiens à conseiller? Comment trouver un bon sexologue? Je ne suis pas sur Paris malheureusement, je suis dans le sud de la France. Alors oui, il y a notamment 2 associations dont j'ai laissé les coordonnées à Easy Londo, et vous pourrez trouver dans la petite fiche qu'on va vous envoyer après le webinaire, vous pourrez trouver ces informations. Il y a l'association interuniversitaire de sexologie qui a un annuaire qui regroupe tous les sexologues qui ont le diplôme universitaire. Vous saurez aussi sur cet annuaire quelle est la formation de base du sexologue que vous allez consulter. Certains ont des sites que vous pourrez consulter pour en savoir plus. Et donc c'est un annuaire qui évidemment donne des adresses dans toute la France. Et puis il y a aussi un autre annuaire qui est le réseau de santé publique sexuelle. Réseau de santé sexuelle publique, pardon, RSSP, qui là est aussi très intéressant parce qu'il regroupe toutes les adresses de sexologues dans le secteur public, donc des sexologues que vous pourrez aller consulter à l'hôpital de façon gratuite. Donc c'est aussi un réseau très important. Et alors, je vais peut-être juste rebondir pour ma partie. Alors, il n'y a pas un annuaire que de kiné. Par contre, il existe les clés de Vénus. Et les clés de Vénus, donc c'est une association qui répertorie tous les praticiens en France. Mais donc, ça sera des kinés, des sexologues, des ostéopathes, des gynécologues qui sont habitués à recevoir des patientes qui ont des douleurs pelviennes. Voilà. C'est une association qui vraiment s'intéresse à toutes les douleurs sexuelles de la femme. Et qui explique aussi, c'est un bon site si vous voulez trouver des conseils de lecture aussi, des témoignages. Les clés de Vénus. Pour masser le périnée, auriez-vous une huile à conseiller? Alors moi j'en conseille une, c'est celle de Velleda. C'est une huile spéciale pour le massage. Huile, Velleda, massage périnée. C'est une toute petite fiole, c'est pas très cher, c'est autour de 10 €. Et j'entends beaucoup parler de l'huile de coco en ce moment. Les patients parlent beaucoup de l'huile de coco, c'est bien l'huile de coco? Oui, c'est tout à fait. L'huile de jojoba, huile d'amande douce, tout ça, ça marche aussi? Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Ça risque pas de... Parce que les patientes, elles craignent... évidemment, d'avoir des problèmes, des mucoses, des machins, Non. Alors, c'est sûr que moi, à mon sens, c'est l'huile Velleda massage périnée qui est pour moi la mieux parce qu'elle est spécifique, si tu veux. Donc, après, il y a peut-être des patients qui vont être allergiques à certains produits. Donc ça, il faut essayer. Mais l'huile de massage Velleda, c'est une huile bio
à base d'amandes. Okay. Avez-vous des positions de yoga à conseiller? Eh bien, on en a deux. Alors, c'est pas tout à fait, vous me direz, des positions de yoga, mais c'est des étirements. On a, en fait, c'est des étirements que je propose aux patientes à faire donc, le matin et le soir, pardon. Et je leur dis qu'elles peuvent le faire dans le lit si elles veulent, le matin, en regardant un petit peu les emails. Voilà, mais en soi, ce serait mieux d'être au sol, sur un tapis. Mais bon, de nos jours, on a quand même pas beaucoup de temps. Donc, le premier étirement qui serait vraiment très efficace, c'est celui, on l'appelle la grenouille. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous avez les deux pieds collés et en crochet, si vous voulez. Et puis après, vous écartez les genoux. Et en fait, c'est un étirement au niveau des adducteurs. Et ça, c'est vraiment très, très, très efficace parce qu'on est toujours encore sur l'ouverture au niveau du vagin et au niveau du bassin. Alors, ce genre de position et de posture, ce que je propose, qui est conseillé, c'est des étirements de 30 secondes étirés, 15 secondes relâchés et de le faire 3 fois le matin. Et le deuxième étirement, c'est un étirement au niveau de la fesse, on appelle ça le piriforme. Et en fait, vous êtes allongé sur le dos, vous avez une jambe qui passe devant l'autre genou. Et vous tirez en fait ce genou vers vous et ça tire au niveau de la fesse. Je ne sais pas si j'ai été claire dans les explications, mais on va vous montrer à la fin. On vous montrera les schémas. C'était prévu. Et c'est pareil, 30 secondes étirées, 15 secondes relâchées, 3 fois, et forcément, on a deux fessiers. Donc, passe à l'autre jambe après. Voilà. Et donc, vous recevrez à la fin un mail avec toutes ces informations. Il y a un petit papier que tu as écrit, un petit papier que j'ai écrit, et puis ces petites photos et un schéma aussi anatomique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis très pudique et je suis gênée par des manipulations internes chez le kiné. Existe-t-il des manipulations non internes qui aident pour soulager des douleurs d'endométriose et pendant les rapports sexuels? C'est là effectivement où ça sera pluridisciplinaire. Par exemple, l'ostéopathe pourra vous aider. Au niveau des techniques kiné, ça sera effectivement les étirements. Mais encore une fois, là, on est un peu plus à distance, donc un petit peu moins efficace, j'aurais envie de dire quand même. Vraiment, les douleurs à l'intérieur, au fond, il faut aller toucher, il faut aller bouger ces tissus. D'accord. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la patiente, quand elle vient chez toi, de toute façon, son sexe n'est pas exposé à ta vue. Et ça, c'est vrai que je peux même mettre un drap en papier. Oui. Je vois rien du tout. J'ai pas besoin de voir en fait, du tout. Oui. Et puis on va au rythme de la patiente. Oui. Si la première fois elle préfère ne pas faire de séance, ne pas faire de massage, eh ben, on va discuter. Et on va discuter, elle va me poser les questions qu'elle voudra et qu'elle aura besoin et j'essaierai d'y répondre. On suit la patiente. N'hésitez pas à nous dire tout ça quand vous nous rencontrez, vos réticences. On est bien placé justement pour vous comprendre parce que voilà, on voit beaucoup de patientes qui, comme vous, ont leur pudeur, leur blocage, leur peur. Et donc, on est là pour vous accompagner avec, voilà, tel que vous êtes en fait. Et vous avez le droit d'être pudique. Hein. C'est pas grave du tout d'être pudique. J'ai accouché il y a 4 mois, je suis encore en pleine rééducation du périnée. Combien de temps dois-je attendre en postpartum avant de mettre en pratique les massages que vous évoquez?
pour soulager les douleurs pendant les rapports? Alors, ça, c'est très compliqué à répondre parce qu'effectivement, c'est un petit peu à l'opposé de ce que je fais. C'est deux rééducations qui sont complètement à l'opposé. Donc, j'aurais envie de vous dire, faites la rééducation du périnée post-accouchement, que ce soit fait. Et après, vous venez faire le massage, les massages. Mais, à vrai dire, puisque comme vous avez déjà commencé, moi, quand je suis face à une patiente avec des douleurs pelviennes et une rééducation du périnée post-accouchement, en fait, je fais d'abord le massage du périnée. Pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas que la contraction du muscle génère une douleur. Donc, d'abord, bien détendre le muscle, bien être sûr qu'il n'y a plus de douleur, et par la suite, voilà, retrouver cette mobilité, cette contraction musculaire. On m'a parlé d'anneaux de confort sexuel pour aider pendant les rapports et cela permettrait de diminuer les douleurs. Qu'en pensez-vous? J'hésite. Alors, j'ai entendu parler aussi de cet anneau de confort. Je ne connais pas, honnêtement, de patiente qui l'ait utilisé. Si vous avez envie d'utiliser, faites-le. Je crois qu'il n'y a aucun danger à l'utiliser. Et puis, une fois, si ça fonctionne pour vous, vous pourrez d'ailleurs me dire si c'est bien. En effet, c'est recommandé sur certains sites et certains ouvrages aussi. Mais bon, je pense que l'utilisation n'est pas encore très très fréquente. L'idée, vous avez bien compris, générale, et que vous soyez à l'aise avec ce que vous essayez. Et si vous avez envie d'essayer ça, je ne vois pas de contre-indication. Toi, tu as vu aussi le... Alors oui, j'ai vu, voilà, ça s'appelle, entre autres, un que j'ai pu voir, c'est le O-Nut, O-H-N-U-T. Et donc, c'est des anneaux que l'homme met sur la verge. Et donc, ça va bloquer, si vous voulez, la pénétration. Voilà. Donc, un rapport moins profond. Voilà, j'ai vu ça dans les... Si ça vous rassure, du coup, ça permet quand même de faire monter l'excitation. Ça permet d'avoir un rapport sans aller dans le fond. Voilà. Très souvent des chutes de tension après avoir eu des rapports en plus des douleurs. Est-ce normal? Que faire? Bon. Effectivement, ce n'est pas normal. Et je pense qu'il faudrait faire un point avec la gynécologue, en parler avec la gynécologue. Ouais, c'est effectivement un malaise vagal. Combien de femmes atteintes d'endométriose souffrent de douleurs pendant les rapports sexuels? Alors, c'est plus de 50%. De mémoire, c'est entre 50 et 60. C'est plus proche de 60 même, je crois. Vous êtes nombreuses à souffrir des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est un des problèmes liés à l'endométriose. Oui, tout à fait. Alors, un accompagnement avec un kiné peut-il être fait en parallèle d'un accompagnement avec ostéo pour aider à soulager les douleurs pendant les rapports? Une différence? Oui, tout à fait. Ça se fait d'ailleurs très régulièrement. L'ostéopathe va pouvoir mobiliser en externe et nous, on va pouvoir mobiliser en interne. En fait. Toi, tu fais comme ça, c'est le bassin? Oui, oui. Et oui. Et donc, c'est là la complémentarité parce qu'on va pouvoir donc agir sur tout le bassin, extérieur et intérieur. Ok. Donc, la pluridisciplinarité, on a retenu. Encore une fois, donc là, on vient de nous dire effectivement que ça va être bientôt la fin et qu'on fasse un petit point sur les messages forts de cette soirée. Donc, effectivement, la pluridisciplinarité, on agit tous ensemble et il n'y a pas de solution miracle. Par contre, le fait d'agir tous ensemble, on améliore quand même
bien les choses au niveau des disparités sexuelles. Moi, j'aurais un message qui me tient à cœur, c'est de ne surtout pas forcer lors des rapports. Si vous avez mal, arrêtez. C'est pas normal. Il faut reprendre les choses à la base tranquillement et consulter. Oui, je suis d'accord avec toi et en effet, je te rejoins. Un bon diagnostic au départ, hein, évidemment, être prise en charge par une équipe médicale qui connaît bien l'endométriose. Et puis ensuite, c'est vous qui allez aussi avec vos propres intuitions. Est-ce que vous sentez bien avec la kiné, avec la sexologue, avec la diététicienne, avec l'ostéo, et puis aussi peut-être avec la sophrologue. Alors la prochaine fois, le prochain Easy Web aura lieu avec une sophrologue qui s'appelle Corinne Dupuis et qui est aussi sur Raison d'eau. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions et savoir comment la sophrologie peut aussi vous aider à mieux vivre avec l'endométriose. Voilà, donc, il y a plein de petites choses à faire. Hein. Il y a la sophrologie, il y a la relaxation cardiaque, il y a donc le yoga, il y a l'acupuncture aussi, on en entend de plus en plus parler. On peut... voilà, il y a plein de choses à... Oui, et ces choses-là, en fait, vous allez les trouver en vous informant. Et donc, vous allez vous informer, eh bien, comme vous le faites ce soir, en suivant des webinaires, en lisant. Hein, donc, vous allez retrouver tous les livres qu'on vous a conseillés. Donc, il y en a qui sont complètement liés à l'endométriose, comme les deux que Caroline nous montre. Il y en a qui sont plus généraux sur la sexualité féminine, sur les douleurs, celui que j'ai écrit. Et celui-là, Jouissance Club aussi, qui est très intéressant parce qu'il aborde vraiment de manière très pratique le fonctionnement du plaisir sexuel. Voilà, donc informez-vous, soyez curieuse, faites-vous confiance lorsque voilà, vous ne vous sentez pas bien avec un praticien, c'est pas la peine d'insister, vous allez en trouver un autre avec lequel vous aurez envie d'avancer pour vous sentir mieux avec l'envie. Donc c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. Merci Caroline. Merci à toi, merci à tout le monde pour cette belle soirée et j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Si vous en avez, on est toujours prêt par la suite après à vous aider. Vraiment, vous pouvez nous poser des questions et on fera un retour. Voilà, donc n'oubliez pas, on vous envoie un email avec des documents et la prochaine fois, ce sera avec une sophrologue. Voilà. À bientôt. À bientôt.